Ah, et voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous à ces magazines Économie pour tous, c'est votre magazine d'ailleurs. Alors nous allons continuer avec l'actualité qui est sans doute la Covid-19. On va parler ce soir de la perception de la pandémie Covid-19 en RDC. Si je dis que nous allons parler, je ne suis pas seule sur ces plateaux, je suis avec mon invité de tous les jours, M. Simon Bosso, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Madame Nacha, bonsoir à nos téléspectateurs, téléspectatrices qui ne nous voient plus beaucoup. Hein. Toujours au rythme des confinements. Oui, tout à fait. La Gombe étant confinée, nous faisons l'émission en confinement. Quatrième fois prorogation. Quelle a été votre réaction? Là, l'état d'urgence pour une quatrième fois prolongé. Bon, Oui. vous savez, nous qui sommes en dehors de la Gombe, en état d'urgence sanitaire, on ne remarque pas tellement les effets. Hein. Ok. Je suis allé, malheureusement, on a eu des malheurs d'aller enterrer un certain nombre d'amis qui sont notamment emportés, certains, par cette pandémie. Quand vous traversez la ville, pour aller au cimetière de Kinkole ou en nécropole, vous voyez comment la promiscuité dans le district de la Tchang, comment les gens se frottent les uns aux autres. Pas, Comment les gens ne respectent pas, comment les masques ne sont pas pris en considération. Et quand vous parlez même avec les gens, vous sentez que beaucoup vous disent que non, cette maladie n'existait pas, elle a été inventée. Hein, c'est un peu comme on disait du sida à l'époque. Hein, on dit que soit c'est la maladie des riches, la maladie des gens qui voyagent, est-ce que moi je vais aller en Europe et ça, je pense que dans la gestion de la pandémie, une des choses qui n'a pas encore vraiment marché, c'est la communication. La communication. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer cette communication? Parce que les gens n'y croient pas à cette pandémie. La communication, il y a un modèle de communication qu'on appelle le CCC, la communication pour le changement des comportements. Et ça, c'est vraiment un type de communication qu'il faut développer et peut-être en utilisant des pairs éducateurs, donc des gens qui sont dans les quartiers. Les éducateurs de masse. Les pères éducateurs, ce sont des gens qui sont dans la même catégorie sociale. Des jeunes qui vont parler aux jeunes, des mamans, des femmes qui vont parler aux femmes, des papas aux papas, et des gens qui peuvent venir avec des cas concrets. Moi, j'ai perdu des amis, des membres de famille. Hein. Je peux confirmer que ça existe. Je suis allé enterrer déjà 3 ou 4 personnes. Et ça, par exemple, aujourd'hui, les professeurs ne peuvent pas discuter que ça existe. Il y a 17, 18 professeurs qui sont décédés. À cause de la pandémie toujours. Depuis, en 2 mois. Il y en a 7 de ma faculté d'origine, la faculté des sciences économiques de l'UNIKIN. Et ça, tu ne peux pas les raconter à la famille, aux familles des professeurs, leurs femmes, leurs enfants. Et ceux-là, ils peuvent peut-être jouer un rôle pour communiquer à ceux qui ne croient pas que moi j'ai perdu un parent, moi je suis devenu orphelin, je suis devenu veuve, ou je suis devenu veuf. Et c'est peut-être beaucoup plus sensible. Parce que comme on n'amène plus les corps dans les maisons, beaucoup de gens ne voient pas, les cadavres, les dépouilles. Alors ils se disent, bon, mais quand on voit ces cimetières, vous voyez l'allure où les cimetières se remplissent. Quand vous allez dans les morgues, même là, on voit que les gens ne respectent pas les barrières, les distances. Hein. Les gens viennent nombreux. Le cimetière, j'étais à la cimetière Nouvelle Cité de Benseke. J'ai vu comment des gens ont bousculé la police militaire qui était à la grille parce qu'ils devaient entrer. Bah, c'est un problème d'habitude. Les Congolais ne sont pas habitués à ça. Ce sont des mesures à prendre à bras le corps, c'est vrai, mais avec le temps, peut-être qu'on arrivera à adopter cette culture. Et vous voyez, quand vous comparez les pays qui ont réussi à maîtriser rapidement la propagation du Covid-19, ce sont les pays asiatiques. Ce sont des peuples très disciplinés, les Chinois, les Japonais, les Coréens. Hein, quand vous leur dites, faites pas ça, vous tenez la main, ils se tiennent. Les Allemands, les Scandinaves, la même chose, ce sont des cultures de discipline. La discipline doit être notre maître mot. Mais quand vous prenez des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, les États-Unis,
Vous voyez, c'est là où il y C'est a vraiment beaucoup de morts. compliqué. Et Donc nous, le c'est pareil. coronavirus c'est une réalité, mesdames, messieurs. Ce sont des choses à prendre vraiment au sérieux, comme l'a dit Excellence, messieurs Simon Bosso. Alors, on va parler aujourd'hui de la perception de la pandémie Covid-19. Mais il y a certainement des craintes que la population congolaise peut avoir. Quelles sont ces craintes? Il y a eu une enquête, un sondage qui a été réalisé par 3 cabinets, le cabinet du Deloitte, l'Institut OpinionWays et l'agence Conseil 35 Nord. Des cabinets qui viennent de... Ce sont des cabinets, Deloitte a un bureau ici, hein. Oui. Ce sont des cabinets, il y en a qui sont français, Deloitte, il y en a qui sont américains, mais qui ont des bureaux d'études ici en Afrique, Oui. qui ont réalisé un sondage sur 8 pays africains. Ok. Et ce sondage est sorti le 3 juin, donc il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Sur 4000, Oui. je sais plus, de 4017 personnes, quels sont les pays? Il y en a 8, hein. Il y a l'Afrique du Sud, l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, l'Éthiopie, le Maroc, le Nigeria et la RDC. Les pays membres. Des pays dans lesquels on a fait les sondages. Ok. Pour voir comment les populations perçoivent les Covid-19, quelles sont les craintes qu'elles ont par rapport au Covid-19. Et les principales craintes sont d'ordre socio-économique. Ok. C'est pour ça que nous en parlons dans cette émission. D'accord, allez-y alors, oui. Et donc, la première crainte, par exemple, des Congolais. 58% des Congolais pensent que leur activité professionnelle va se dégrader. Ou se dégrade déjà. Et c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est vrai, aujourd'hui, beaucoup de marchés, de grands marchés fermés, Déjà, beaucoup de les bars, les terrasses, des alimentations, beaucoup de les supermarchés. Là, les confinements de la Gombe, avec la fermeture de toutes les activités, donc l'activité professionnelle, tous ceux qui travaillaient là-bas, qui travaillaient dans les supermarchés, dans les usines, il y a des grandes usines comme Marsaloko à la Gombe, il y a les Chanik, donc les grands hôtels. Donc toutes ces personnes qui travaillaient là-bas sont maintenant devenus comme chômeurs. Chômage forcé. Donc activité professionnelle dégradée, soit déjà, est-ce qu'ils touchent des salaires? Peut-être ils ont quelque chose, mais en tout cas pas entièrement, parce que quand une entreprise ne fonctionne pas, ne produit pas, il y a pas aussi de payer les agents. Donc 58%, ils perçoivent, c'est leur première crainte. Dégradation de leur activité professionnelle, même les indépendants. Voient tous ces jeunes, ces femmes qui vendaient les longs des avenues en ville. Au grand marché, par exemple. Oui. Non seulement au grand marché, il y a tous ceux du grand marché, et c'est tous les corps de métier qui vendent au grand marché. Quand vous allez sur l'avenue du commerce, hein, il y a tous les cordonniers, les jeunes, ceux qui réparent les montres. Les montres, oui. Tu vois, autour de qui une montre là. Des jeunes. Moi, quand j'ai besoin de piles, aujourd'hui, on ne sait même pas où est-ce qu'il où est-ce qu'il faut aller changer des piles quand votre montre est déchargée surtout. Les appareils de communication. Il y a toute une batterie de petits réparateurs, des techniciens, là, les jeunes terminalistes qui arrangent, réparent nos appareils. Tous ils sont aujourd'hui en chômage. En chômage. Ceux qui sont chez eux à la maison, on ne connaît pas leurs adresses. C'est ça, c'est difficile. Si on n'a pas de coordonnées, on est vraiment un peu bloqué là. Donc, il y a toute une activité qui s'est arrêtée. Il y a tous les jeunes gens qui vendent là des habits, des pantalons, des chemises, les vendeurs ambulants là qui sont tout autour. Donc c'est toute une activité qui tourne autour du centre-ville qui est le poumon économique non seulement de la ville de Kinshasa, mais même du pays. Donc ça, la perte, la dégradation d'une activité professionnelle est là, effectivement. Deuxièmement, il y a 57% qui voient un affaiblissement de leur situation financière personnelle. Tous ceux qui avaient des revenus, il y a ce que nous appelons une perte d'actifs. J'entendais les mamans là, on disait, bon, parce que le président de la République a parlé et qui disait qu'il était favorable à la réouverture des terrasses, des restaurants, des bars, des hôtels. Bon, on n'a pas parlé d'église, on pensait qu'on allait commencer par là.
On a commencé par l'église d'abord, Oui. parce que la prière aussi est importante quand même. Parce que Oui. c'est le moral. Le moral, des Congolais, oui. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu le moral aujourd'hui. Qui ont perdu même la foi, la confiance en Dieu. Et Dieu le preuve, oui. Hier, je suivais sur une radio périphérique quelqu'un qui disait, mais enfin, comment le président avait commencé son mandat par une prière, par un mot très fort sur le plan spirituel. Et là, il veut commencer par réouvrir par les bars. Mais ces gens-là, maman disait, mais aujourd'hui, quand vous nous dites de réouvrir nos activités, les dépôts des bars, etc., avec quoi? On n'a plus d'argent. Depuis 3 mois, on n'a plus travaillé. Ce que nous avions comme capital, comme actif, nous avons consommé. C'est normal. C'est normal. Oui. Hein? C'est normal. Nous avons consommé. Maintenant, pour redémarrer, il fallait tout un programme d'accompagnement, d'appui à ces petites et moyennes entreprises. Et on ne voit pas, c'est ça, dans ces programmes multisectoriels de lutte contre le corona, on voit que tout est concentré sur les aspects sanitaires. Il y a quelques mesures qu'on a prises pour soutenir les sociales, 2 mois de non-paiement d'eau et d'électricité. Ça s'est vite passé. Nous, on a bénéficié de 2 mois. Nous, ici chez nous, la SNEL nous a donné des cartes, nous qui sommes dans les prépayés, pour 1 mois. Et puis c'est fini, à partir maintenant, on a commencé à payer. Vraiment, c'est dommage. Hein? C'est vraiment dommage. Hein? Alors, mais sous notre cieux, c'est pas comme ça qu'on fait. Non. On a déconfiné, mais on accompagne quand même la population. On accompagne les petites entreprises, les petits entrepreneurs. On devait d'abord identifier les activités qui ont subi le plus de chocs. Des chocs par rapport au Covid. Bon, il y a les hôtels, il faudrait seulement répertorier. Donc, on devrait les accompagner. J'ai vu, l'FPI a mis 10 millions de dollars pour soutenir les industries. Mais dans ce pays, 10 millions de dollars, un pays de 80 à 90 millions d'habitants, avec tout ce qu'il y a comme industrie, si on ne donnait qu'à des grandes industries 1 million de dollars à chacune, c'est parti pour 10 entreprises, c'est fini. Déjà, c'est fini, et les autres... L'argent est fini. Oui. Hein, j'ai vu les ministres de l'Agriculture parler de 46 millions de dollars qu'ils allaient emprunter, je ne sais pas, pour relancer les productions. Mais c'est vraiment important qu'on les fasse. Sinon, les paysans, aujourd'hui, nous sommes en saison sèche, c'est maintenant qu'on prépare les activités préculturales, on prépare les champs. On prépare les champs. Donc, les gens qui n'ont plus vendu, parce que les activités... Il y a très peu de camions qui entrent avec toutes les tracasseries. On a fermé les frontières, on laisse passer les camions avec beaucoup de contrôles, avec tout ce que ça accompagne comme tracasserie. Donc, il y a là un problème de reconstituer les actifs de tous ces petites entreprises, des micro-entreprises, les indépendants. Tout ce qui s'approvisionnait en ville, ils ne savent plus s'approvisionner. C'est ça, c'est vraiment compliqué. À part ça, on parle... Alors, il y a 71% de la population congolaise qui redoute la hausse de la pauvreté. Il y a déjà aujourd'hui les seuils de pauvreté fixés par les Nations Unies à 1,90 $. Il y a 72% des Congolais qui sont en dessous d'1 $, qui consomment 1,90 $ par jour. Donc, il n'y a que 30% qui ont un revenu supérieur à 1 $. Déjà, on vit en dessous du seuil de la pauvreté, avant le corona. Maintenant, après le corona, ce sera le chaos. Donc, aujourd'hui, il y a une nouvelle catégorie qui était au-dessus du seuil, qui va rentrer en dessous du seuil, parce que, puisqu'ils ne produisent plus, ils ne vendent plus, ils ne commercialisent plus, ils ne s'approvisionnent plus, ils s'appauvrissent. Quand vous voyez le nombre de gens qui demandent de l'aide, vraiment. Vous voyez même les églises qui aident un peu, parce que les églises, chaque dimanche, il y a des grandes églises comme l'église catholique ici, qui a la Caritas, il y a les diaconats, ou les gens qui viennent chaque dimanche, et il y a une caisse pour la Caritas où nous mettons de l'argent. Mais maintenant qu'on va plus à l'église, ça s'est desséché. Mais il y a quand même des personnes de bonne volonté. Oui, des personnes de bonne volonté qui vont... Et bon, il y a encore les CVD qui fonctionnent, qui ramassent un peu d'argent et des biens pour aller, pour nourrir nos prêtres. Moi, je vais prier tous les dimanches à la chapelle du centre Nganda où on respecte, on doit être un maximum à 15 dans une
églises où il faut se mettre chacun dans son coin. Oui. Nous sentons. Par exemple, le centre Nganda ne fonctionne plus. Ok. Hein, c'est un centre d'accueil, il héberge les gens, organise des conférences, des retraites. Et donc maintenant, l'argent ne rentre plus. Maintenant, les prêtres qui vivent là-bas, il faut les soutenir pour qu'ils puissent... C'est compliqué. On va avancer. On va parler aussi de la pauvreté, je vois, parmi alors, donc la pauvreté, là, donc c'est 7 ans. Oui. Donc on voit déjà cet aspect-là. Oui. Alors, on va parler par rapport au couvre-feu et au confinement. Mesures gouvernementales. Les mesures gouvernementales, on a vu que 66% des gens étaient contre le couvre-feu. Contre le couvre-feu. Couvre-feu, pourquoi? Parce que les gens se disaient... Oui, dans beaucoup de pays, on avait le couvre-feu pour éviter que les gens circulent. La nuit. Parce que j'ai vu les premiers jours, on avait annoncé qu'on allait confiner toute la ville. Oui. J'ai vu la ruée des gens dans la ville. Hein, oui. Il y a eu ces jours-là, beaucoup de gens ont dû être contaminés. Les gens, tout le monde voulait acheter, tout le monde était au marché, tout le monde était... On voulait acheter, il n'y avait rien à acheter aussi. Les prix ont grimpé. Les prix ont grimpé. Oui, c'était compliqué. Les gens ont perdu, ils ont acheté 3 fois plus cher. Est-ce que ces mesures-là profitent quand même à la population? Alors, terminons d'abord. 69% étaient contre les confinements à domicile. Oui. Ce qui fait qu'effectivement, comme ici, on en a tenu compte. On a arrêté, on voulait confiner toute la ville de Kinshasa, on a arrêté. On a voulu appliquer le couvre-feu, on a arrêté ça. Et ça, c'est pratiquement dans tous les pays africains, on a le même sentiment. Et particulièrement, ça, c'est la moyenne africaine. Et en RDC, c'est 87% des gens qui sont contre le confinement et le couvre-feu. 87%. Donc, vraiment, c'est d'après toujours les sondages. Hein? Vraiment, c'est le sondage qui a été fait là dans le pays. Alors, et d'autres craintes, c'est par rapport à la pénurie alimentaire. Hein, tu vois, la pénurie des biens alimentaires. On a vu quand nous parlons de la ruée les premiers jours. Parce que les gens se disaient, nous allons manquer à manger. À manger, oui. C'était pendant 3 jours, avec intervalle de 2 jours. Donc ça, c'est vraiment la chose que, considérée par 70% des sondés en Afrique. Ok. Mais je disais, parmi ces mesures, on continue d'abord avec le risque, la situation en général, mais on peut essayer d'entrer en profondeur par rapport aux mesures gouvernementales. Et ça profite à la population. Je voulais faire un survol de la perception par rapport aux différents aspects. Allez-y. Et puis on pourra revenir. Donc, nous avons parlé des risques de pénurie alimentaire, surtout pour le riz, surtout pour les produits qui sont importés. Bon. Et c'est pour ça, moi j'ai toujours soutenu que tous les pays du monde qui sont devenus grands, qui se sont développés, les sont à partir des crises. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe s'est reconstruite. Le Japon, après la guerre, ils avaient été bombardés, rasés. L'Allemagne, il faut qu'il y ait une prise de conscience. Une prise de conscience que nous devons arrêter d'importer toujours des choses que nous pouvons produire. Continuer à importer le riz, importer les croupions de dinde, il y a la farine et l'huile. Ce sont des choses où nous avons un des pays qui a les possibilités, les potentiels de produire localement presque tout. Mais il faut soutenir, accompagner. Et je voudrais en profiter. Quand nous parlions de soutien à les petits entrepreneurs, on a voté une loi sur la sous-traitance. Normalement, les grandes entreprises devraient sous-traiter certaines activités aux petits entrepreneurs congolais pour qu'eux aussi puissent se développer. Mais quand nous voyons, en suivant les procès, 100 jours, on donne 57 millions ou 66 millions, je ne sais pas quel est le chiffre exact, à un Libanais, puisque tout le monde le sait, pour importer des contreplaqués, venir construire 1500 maisons, 3000 maisons ici, pendant qu'il y a ici des ingénieurs en bâtiment formés ici à Libété. Nous avons le ciment, nous avons le bois, nous avons l'argile, nous avons le moellon, nous avons la caillasse, nous avons la main d'œuvre. C'est un manque de pénible, confiance, je ne veux pas utiliser un mot beaucoup plus dur. C'est pénible. Vraiment, ça fait mal. Et je vous l'ai toujours dit dans cette émission, toute importation signifie donner du travail aux autres. Aux autres, oui. Et priver le travail aux siens, à ses propres citoyens. On prive le travail à ses citoyens, à ses enfants. Il faut avoir confiance en soi-même. Oui, mais dans des domaines aussi simples, acheter des plaques pour rassembler, ça demande quelle expertise. Et on pouvait mettre cet argent-là. On allait commander du ciment à l'industrie locale du ciment ici. Ils allaient
donner du travail à des Congolais, commander des moellons, c'est plein ici, à Kassangolo, il y a des carrières, commander la caillasse, commander du bois, ces entreprises qui exportent des grumes, scier les bois là pour faire des portes, faire des charpentes, faire des fenêtres, commander des carreaux à des entreprises. Comment nous allons industrialiser? Ce pays ne deviendra pas émergent s'il n'est pas industrialisé. Et si on ne donne pas les marchés, on ne développe pas les marchés intérieurs. C'est important, oui. On a fini avec la situation en général. Donc, en général, donc, les 4 produits surtout qui faisaient l'objet des craintes, hein, c'est le riz, la farine, les légumes et l'huile. Donc, on redoutait une crise en matière d'alimentation. Et nous sommes un pays qui est déjà malnutri. Il y a presque 44-45% des Congolais qui sont malnutris. Donc, surtout les enfants. Hein, les enfants. Il y a un niveau de malnutrition qui est très grave. Et là, on voit que les taux de ces enfants-là, au niveau du... Ça joue sur le capital humain. Notre indice, nous sommes le 135e pays sur 157. Donc, nous sommes classés... Nous sommes classés 135e sur 157 du niveau de l'indice du capital humain. Oui. Okay. Notre indice se trouve au niveau de 0,37%. Donc 0,37, ça veut dire que 37%, les enfants qui naissent aujourd'hui seront 37% moins productifs que ceux qui sont... Voilà, nous, notre génération, nous avons pu étudier dans des conditions généralement assez bonnes, mais des enfants qui ne sont pas bien nourris, pas bien soignés, et pas bien logés, qui n'ont pas accès à l'assainissement, leur cerveau se développe moins vite. Leurs aptitudes. Dans l'alimentation, une place de choix hein, dans la vie de l'enfant. Dans l'intelligence, dans la qualité de l'aliment. Dans tout d'ailleurs aujourd'hui. La première fois que j'avais entendu ça, mais j'étais drôlement surpris. Qu'il n'y a pas de médicaments contre le Covid. Les gens sont guéris de 80-85% rien qu'en leur donnant de l'eau. Donc il faut bien manger, beaucoup boire, se reposer et vous êtes guéri. Vous êtes guéri, il faut être assez calme là. Comme qui dirait, Covid ne tue pas, mais c'est poches vides qui tuent. Ouais. Alors, je voulais bien revenir sur ma question là. Est-ce que ces mesures gouvernementales profitent quand même à la population? Parce qu'on parle de perception de cette pandémie. Mais apparemment non, parce que les gens s'inquiètent. Si les gens ont exprimé cette inquiétude, qu'ils perdent leur activité professionnelle, ils perdent leur situation financière diminue, leur pauvreté augmente, leur accès à l'alimentation diminue. Ça veut dire que il y a ce que je disais, ce que nous constatons, que l'effort du gouvernement est concentré sur les aspects sanitaires, la prise en charge des malades. Même là, il y a des plaintes. Il y a des plaintes. Quand vous rencontrez les responsables des hôpitaux, ils vous disent, l'État leur a dit, prenez les gens en charge, venez avec les factures, on va vous payer. Vous apprenez des plaintes des médecins qui disent leur prime n'arrive pas. Donc, le fonds, les budgets qui avaient été évalués par les secrétaires techniques à 120 ou 135 millions de dollars, et on avait appris il y a quelques semaines encore qu'on avait disponibilisé que 10 millions de dollars. Donc, heureusement, maintenant, hier, il y a des avions de l'Union européenne qui sont arrivés, qui ont apporté des secours sur les aspects humanitaires. Parce qu'aujourd'hui, la crise n'est pas seulement sanitaire, elle est humanitaire, socio-économique et sécuritaire. De la crise est totale. Ah oui, elle est multisectorielle. C'est comme ça qu'il faut un véritable programme, une véritable stratégie multisectorielle. Voilà. Essayez d'élargir un peu. Oui, on avait parlé de ça l'autre fois. Alors, on arrive petit à petit à la fin de notre émission. J'aimerais bien que vous puissiez donner des pistes et des solutions. Pistes et des solutions. Aujourd'hui, nous avons des difficultés déjà au niveau du budget de l'État. La crise économique a commencé avant le Covid. Quand nous annoncions déjà, on avait voté un budget surestimé, on a commencé à dépenser alors que les recettes ne suivent pas. Notre taux de recouvrement, le taux
des mobilisations de recettes est autour du 10% du PIB, alors que la moyenne africaine est autour de 20%. On va réduire les budgets de 11 milliards à 6 milliards, alors que sur le plan des trésoreries, on l'avait déjà réduit à 5 milliards pratiquement. Mais comment vous trouvez les moyens pour faire face à ces besoins énormes? Il faut réduire d'abord les trains de vie de l'État. Nous en parlons tout le temps. Oui. Avant d'aller chercher ailleurs, il faut commencer soi-même. L'État, qui est le pilote, le capitaine de ce bateau qui s'appelle RD Congo, doit commencer à réduire son train de vie. Quand vous parlez de réduire les trains de vie, c'est bien. Le gouvernement, il est fantastique. Il faut le réduire même de moitié. Les cabinets présidentiels, il faut réduire. Les niveaux, les parlements, les sénats, on a vu dans beaucoup de pays des gens renoncer à leurs avantages. Hein, que ceux qui ont plus acceptent de réduire pour qu'on puisse affecter ces fonds-là pour soutenir l'économie. Il faut trouver plus d'argent pour soutenir l'économie, parce que c'est l'économie qui produit les richesses qui vont permettre de payer les impôts et les taxes pour faire face aux problèmes sociaux et humanitaires. Donc c'est ça, à part la réduction, il n'y a pas autre chose à faire pour l'instant. Mais il faut, parce que le problème, quand les entreprises ne travaillent pas, aujourd'hui, nous devons profiter pour diversifier l'économie, soutenir la production locale. C'est le moment de profiter, comme j'ai dit, au moment des crises, soutenir la production locale. Que nous arrêtions d'importer des riz, des Saint-Charles, des copions de dinde, et tout ça. Nous avons la possibilité de faire et l'élevage, et la pisciculture, et la pêche, et la production vivrière ici. Ça va laisser l'argent ici, au lieu de payer l'argent aux Libanais. Bon, je n'ai rien contre les Libanais, mais j'ai dit, les charités bien ordonnées commencent par soi. Même ça, si tes enfants à la maison n'ont pas encore mangé, il va distribuer à manger aux enfants des autres. Est-ce que tu es un parent responsable? Non, pas fidèle. Alors, excellent, je vais donner votre numéro de téléphone. Voilà, je rappelle mon numéro, le 085 0151 720. Ok. 085 0151 720. Et beaucoup de courage à nous tous dans notre confinement. Nous continuons à être... Bien qu'il est confiné, Dieu est là. Dieu est là. Avant le confinement, Dieu était... Il est toujours avec nous. Il sera toujours là. Toujours. Le coronavirus partira, mais nous devons en tirer les leçons. Ce qui importe, ce n'est pas le problème, mais la leçon que nous tirons de ces problèmes. Il ne faut pas qu'après le coronavirus, nous les Congolais, nous continuions à nous comporter comme si de rien n'était. Ok. Merci beaucoup, M. Simon Bosso, d'avoir répondu à toutes nos questions, en tout cas. Madame, messieurs, nous allons parler ce soir avec M. Bosso de la perception de cette pandémie Covid-19. C'était basé sur les sondages de 3 bureaux conseils, Deloitte, l'Institut Openway et l'agence conseil 35. Ok. On travaille sur 8 pays africains. 8 pays africains de la RDC fait partie. Alors. Nous avons été sélectionnés parce que nous sommes parmi les pays qui comptent en Afrique, avec le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc, l'Algérie, et les autres. Et je crois que cette perception donne, de manière générale, une image assez proche de la réalité que nous vivons. Bon, c'est une réalité, le coronavirus est une réalité, mesdames, messieurs. En tout cas, respecter les mesures barrières, c'est une réalité. Peut-être que vous êtes chez vous là, vous dites non, en tout sens d'aventure, mais non, c'est une réalité. On a parlé des principales craintes de la population congolaise avec M. Simon Bosso en tant qu'économiste. J'espère que vous avez pu retenir quelque chose. Merci en tout cas de nous avoir suivis. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. Au revoir.